trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bel été, que le mois de septembre a été sympa. Je suis trop contente de revenir sur YouTube, j'ai comme d'hab plein d'idées et on commence aujourd'hui avec une vidéo dont je vous avais déjà parlé. Aujourd'hui, je vais déchiffrer, décoder, interpréter la couverture de Billie Eilish pour le Vogue British en juin 2021, qui avait buzzé sur les réseaux sociaux à l'époque, parce qu'en fait, sur cette couverture et dans cet édito de manière plus générale, on voit le corps de Billie Eilish, corps qu'elle a, jusqu'à ce moment dans sa carrière, pris le soin de camoufler, de cacher. Elle a jamais voulu montrer ses formes jusqu'à cette couverture. Du coup, ça break the internet et les gens ont tous eu leur petit grain de sel à dire. Moi-même, j'avais été très surprise par cette couverture, par ce choix édito et stylistique, et ça m'avait fait remuer les méninges, mais j'avais pas envie de prendre la parole publiquement dans une vidéo à ce propos parce que j'avais pas envie d'être une commentatrice de plus du corps de Billie Eilish qui à l'époque avait 19 ans, ce que j'estime être encore l'adolescence quoi. L'année dernière, cette année, il y a quelques mois, pour mon master, j'ai écrit un essai pour le cours de Fashion Narratives et je trouve que dans une perspective académique et aussi 2 ans et demi, 3 ans après ce choix, Billie a grandi, l'eau a coulé sous les ponts et aussi je pense que dans cette vidéo j'ai envie de discuter plus de l'image, de cet édito, de ce qu'il nous raconte plutôt que du choix personnel de Billie. Comment est-ce que nous, en tant qu'auditeurs, auditrices, on le perçoit, on le reçoit, quel message ça nous envoie, etc. Par le biais de cette vidéo, j'ai un peu envie d'ouvrir une nouvelle catégorie sur ma chaîne. J'ai un peu envie de parler d'objets de mode, de photos de mode, de couverture de manière très précise, en décortiquant vraiment toute la puissance symbolique d'une image. N'hésitez pas, si vous avez des couvertures, des éditos, des photoshoots que vous aimez particulièrement, ou des défilés et tout que vous auriez envie que j'analyse dans cet angle-là, dites-le moi en commentaire. J'avais un peu fait cet exercice l'an dernier avec le défilé Copernic, vous savez, ce final, ce happening avec Bella Hadid. C'est un peu cette approche où on va essayer de comprendre dans sa globalité un objet de mode. Cette couverture, elle nous raconte plusieurs histoires. La première, c'est celle du magazine British Vogue qui va utiliser Billie Eilish pour narrer quelque chose de son identité. La seconde, c'est celle d'une jeune femme qui, pour passer outre son adolescence, pour devenir adulte, va venir embrasser les codes archétypaux de la féminité, mais aussi en jouer, on va le voir. Et enfin, ça nous raconte aussi l'histoire d'une artiste qui utilise le style, la mode, les images comme processus total et entier de son activité artistique et musicale. Et je vais vous raconter ces 3 histoires dans cette vidéo. Vogue, tout le monde le sait, c'est la figure d'autorité dans le milieu du magazine féminin, du magazine de mode. Il y a une chercheuse qui s'appelle Julia Twigg qui a beaucoup écrit sur les magazines féminins, sur leur portée politique et symbolique, qu'est-ce que c'est? Et elle nous dit que le rôle du magazine de mode, c'est d'inculquer aux femmes comment avoir du goût, quelle posture adopter, quel style adopter, des règles de conduite pour être cool, pour être à la mode, pour être trendy, pour être bien vu en société. Mais elle nous indique aussi que les magazines de mode, ils ont pas que cette portée-là. Ils servent aussi d'espace de fantasme à ces femmes qui s'achètent un magazine féminin, un magazine de mode comme un petit plaisir en fait, qui va leur permettre de s'évader, de s'inventer un peu une nouvelle vie et de s'occuper d'elles-mêmes. Ce qui est assez subversif, en tout cas ce qu'il était plus à l'époque, dans une société où finalement elle passe très peu de temps à s'occuper d'elle-même. Donc d'emblée on voit qu'il y a une portée un peu double. La première portée, c'est de garder les femmes sous contrôle en leur inculquant, en les soumettant à un certain nombre de règles qu'il faudrait qu'elles appliquent pour être féminines. La deuxième portée, c'est au contraire un espace où les femmes peuvent rêver, où les femmes peuvent s'échapper, un espace de création de soi qui est assez unique en son genre. Quelle féminité met justement en jeu cet édito du Vogue British, cette couverture? C'est une féminité
hyper archétypale parce que on voit de premier abord la référence iconique à Marilyn Monroe, à sa coiffure blonde, sa moue, ses formes. On voit aussi avec son regard, sa pose, ses postures, le latex, les ongles ultra longs, les corsets McQueen et Mugler, la mise en beauté très vamp, que se joue et se réactive dans toutes ces images le mythe de la femme fatale, c'est-à-dire le mythe d'une féminité dévorante, d'une féminité très froide, glaciale, mais somptueuse, sublime, qui nous attire mais qui est nocive et dangereuse potentiellement. Parce que la femme fatale, qu'est-ce que c'est? C'est une femme qui réactive la dynamique Eros et Thanatos, le dieu Eros de l'amour et du désir et Thanatos de la mort, et c'est un peu un diptyque où l'un et l'autre s'auto-contiennent, se nourrissent, et finalement on est happé par cette féminité hyper désirable, et à la fois elle nous échappe, elle se révèle être une chimère en quelque sorte. C'est un idéal de féminité qui dans la culture est assez omniprésent, je dirais. L'esthétique noire, des films noirs, des films néo-noirs, tout le cinéma de David Lynch réactive aussi un peu cette figure-là. Or, aujourd'hui, Vogue a évolué puisque la société a évolué. Et le Vogue british, mais n'importe quel Vogue, ne se contente plus d'être un simple manuel de féminité. Le British Vogue a trouvé la figure de proue de son changement, et ça a été Edward Enninful, qui est devenu rédac-chef de British Vogue en 2017. Et Edward Enninful, il a fait un travail de fond où il a complètement rebrandé le British Vogue. Mais c'est une tâche qui est compliquée parce que les femmes, les lectrices qui lisent British Vogue et qui sont attachées à ce magazine, elles veulent aussi retrouver un certain héritage, une certaine tradition. Elles veulent quand même lire le Vogue, avoir des conseils, quelque chose de très pratico-pratique aussi dans ces magazines-là qui leur sont délivrés en fait, c'est-à-dire quel est le meilleur anti-cerne du marché, etc., etc. Donc Edward Enninful, il a dû prendre part d'un changement global, social en fait, parce que tous les magazines de mode et tous les magazines féminins ont été pris à partie, ils ont été dénoncés pour leur sexisme. Je trouve que cette espèce de grand écart que le British Vogue est obligé de faire, cette couverture, elle illustre parfaitement ce grand écart parce que en dessous de la photo de Billy, il y a écrit It's all about what makes you feel good. En gros, ce qui importe, c'est que vous vous sentez bien. Donc on voit que l'accent est tout de suite mis sur la sensation, sur le fait d'avoir confiance en soi. On s'en fout de à quoi tu ressembles, meuf, il faut que tu sois confiante et que tu dates ça. En gros, c'est un peu ça le message. Et je trouve que le paradoxe entre cette phrase qui met l'accent sur justement la sensation, être bien dans sa peau, et la tenue de Billie Eilish qui n'a pas l'air très confortable, qui est une tenue ultra gainante avec du latex et tout, ce contraste-là, ce paradoxe-là, il est assez révélateur justement d'un magazine qui peut-être a du mal à trouver ses marques dans la société d'aujourd'hui. Ce qui est important de se rappeler, c'est que Vogue, en tant qu'institution, en tant que figure d'autorité et de référence, Vogue produit et crée un discours sur la mode, sur ce que la mode est et ce que la mode n'est pas, sur qui la fait et qui ne la fait pas. Or, le discours, c'est la production d'un savoir. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est notamment Michel Foucault, un philosophe du XXe, qui est le premier à le dire. La vérité, selon Foucault, elle est construite par un ensemble de grands appareils politiques et les médias en sont la première ligne. Vogue structure la façon dont ses lectrices, parce que c'est principalement des femmes et c'est très important, on va y revenir, comprennent et consomment la mode. They're so different. Something funny? No, nothing's, it's just that both those belts look exactly the same to me, I'm still learning about this stuff and, This stuff? Oh, okay, I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back. But what you don't know is that that sweater is not just blue. It's not turquoise. It's not lapis. It's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns. And then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed cerulean military jackets? I think we need a jacket here.
And then cerulean quickly showed up in the collections of 8 different designers. And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some clearance bin. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs. And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff. Et le positionnement actuel du magazine, qui est assez paradoxal comme je vous le disais, il a été parfaitement résumé par le journaliste Dan Hastings, que je vous recommande de suivre sur Twitter parce qu'il a des takes intéressantes sur la mode et il fait du très bon travail. Il a écrit pour The Independent en 2020, je cite: "Glossy magazines are getting political to stay relevant, but it seems to be just a marketing strategy." Et il affirme dans cet article que British Vogue est l'exemple parfait d'une publication qui a changé et abordé la politique tout en restant fidèle à l'essence du magazine. Donc ce qu'il faut quand même tout le temps se rappeler, c'est qu'il ne s'agit pas simplement dans cette couverture de l'histoire d'une jeune femme qui s'est affranchie du regard des autres, qui est décomplexée, qui s'assume, à l'aise dans sa peau et dans sa sensibilité, dans son érotisme. Parce que cette histoire qui nous est racontée à travers cette couverture, elle sert aussi et surtout les intérêts d'un grand magazine mondialement connu. Pourtant, cette histoire, elle nous raconte aussi l'histoire de Billie Eilish en tant que jeune femme. Comme je l'ai dit, ces photos, elles rendent hommage au film noir, mais aussi au vieil Hollywood, avec l'ambiance boudoir, la référence incontournable à Marilyn. Billie, elle joue à la femme. Comme si, pour passer de l'adolescence à l'âge adulte, quand on est une fille, il fallait toujours honorer le rite de passage qu'est la mode, et que la mode, c'était justement une espèce de machine à construire des femmes. Il faut transformer son corps, le préparer, l'offrir au regard pour devenir une femme. Et ça, c'est aussi un philosophe français qui s'appelle Alain Badiou qui l'a évoqué dans une conférence qu'il a donnée à l'ENS en 2013. Et je trouve que c'est assez intéressant, même s'il faut toujours prendre avec des pincettes ce que peuvent dire des intellectuels hommes sur les jeunes femmes qui vont utiliser le maquillage, les vêtements pour devenir femme. Ça peut toujours aussi cacher un fond de misogynie. Donc à prendre avec des pincettes, mais j'ai quand même envie de vous l'évoquer parce que c'est quand même intéressant, je trouve. En gros, Badiou, il nous dit que dans le monde de la tradition, la fille, pour devenir une femme, passait par la médiation d'un homme. C'est-à-dire que c'était par le biais du mariage que la jeune ado, la fille, perdait son statut d'adolescente pour devenir une femme. Or, dans le monde occidental contemporain, la fille ne se laisse plus placer, elle ne se laisse plus marier, elle a plus besoin de l'intermédiaire d'un homme pour devenir une femme, elle n'a besoin que d'elle-même. Badiou dit, je cite, « Toute la révolution féministe se résume en un point, une femme peut et doit exister sans la médiation d'un homme. Jusqu'à présent, rien de révolutionnaire. » Or, ce changement paradigmatique en fait de construction identitaire chez les filles, chez les jeunes filles, se traduit par, je cite, un retour d'expérience adulte qui dévore l'adolescence et peut-être même une partie de l'enfance elle-même. C'est-à-dire que la jeune fille, pour devenir une adulte, elle va se constituer elle-même prématurément par le biais du maquillage, des talons, des tenues, de la sexualisation de son corps, comme pour prouver quand même aux hommes que regardez, elle est devenue une femme quelque part. On se rend bien compte qu'il y a quand même une féminisation précoce des jeunes filles, même des enfants en réalité, qui vont, par le biais du maquillage, des vêtements, des coiffures, des magazines féminins dès l'adolescence, adopter certaines attitudes. Et j'irai même plus loin, aujourd'hui c'est pas que les magazines, c'est les tutos YouTube, etc. qui nous prodiguent toutes ces règles pour que quand on est 13-14 ans, on puisse se maquiller, ressembler à une femme et jouer à la femme justement. Endosser ce costume-là. Or, selon Badiou, cette conséquence, c'est pas seulement la conséquence du fait qu'on ne soit plus dans la tradition, c'est aussi la conséquence du capitalisme. Il dit que cet état de fait dégage toute la puissance du, je cite, mécanisme sexué de l'oppression capitaliste moderne, dont l'objectif est bien sûr de véhiculer une vie sans idée, c'est-à-dire une vie de consommation. En fait, c'est aussi un prétexte pour que les femmes soient amenées à toujours, plus que les hommes, consommer, et investir dans quelque chose qui ne les quittera jamais, leur corps. C'est quand même assez fort. Mais on peut aussi aller plus loin. Qu'est-ce que nous raconte cette histoire? Pas seulement que pour devenir une femme, il faut juste vouloir plaire aux hommes. Tout ça, ça va
au-delà, je pense aussi, du désir de plaire à un public masculin, d'autant plus que qui lit le Vogue, les femmes. Donc je pense que discréditer toute forme de conformisme à la féminité un peu archétypale, c'est aussi relayer un système de valeurs établi a priori contre toute forme de création féminine. Ce qui est en jeu aussi dans cette couverture, c'est ce qui est en jeu dans toute vie de femme. On a cette sensibilité-là, qui a un devoir historique, le devoir de la beauté, quelque chose qui nous incombe, qui est lourd, qui est pour le male gaze, qui est patriarcal, mais qui est aussi une joie la plupart du temps, qui est aussi une joie parce que ça vient de nous. C'est nos mères qui nous ont appris, nos grands-mères, nos machin, c'est une histoire féminine. Et je pense qu'aussi, il faut mettre en garde, comme le fait Georg Simmel le premier, le philosophe et sociologue allemand du début du XXe, dont je vous parle finalement assez souvent dans mes vidéos, mais tout ça sont des problématiques qu'on retrouve quasi tout le temps dans mes vidéos, je suis un petit peu obsédée dans ma tête. Et Georg Simmel, il nous met justement en garde contre ce réflexe qu'on peut avoir d'aborder la question de la création féminine qu'à travers le prisme du système dit objectif. Pour Simmel, il n'y a rien de tel que l'objectivité. L'objectivité, c'est juste la vie des hommes, la culture des hommes, c'est ça ce qu'on appelle objectif. Or, la production culturelle féminine, elle doit pas être travestie pour correspondre à l'approche masculine de la culture, une approche qui n'est valorisée qu'en raison de la domination masculine. C'est pour ça que dans cette couverture, il faut aussi voir cette histoire-là qui se tisse entre toutes les autres, l'histoire d'un poids, d'un héritage féminin, d'une culture féminine constamment dévalorisée et constamment en tension avec les injonctions et la volonté et le choix et toutes ces questions-là. Enfin, j'ai aussi envie de vous parler, dernière petite digression parce que ça va pas être très long cette partie-là, de l'histoire de l'artiste, du fait que Billie, c'est une artiste qui a toujours utilisé des visuels très forts, des styles très forts pour incarner sa musique. D'ailleurs, dès qu'elle est toute petite, dès qu'elle a commencé à produire de la musique et à en mettre sur internet, on l'a connue pour ses changements capillaires quelque peu surprenants. C'est sa marque de fabrique. Et elle a une forme de contrôle là-dessus. Il faut pas croire que Billie Eilish ne sait pas ce qu'elle fait. Elle sait très bien quand c'est nécessaire de changer de couleur de cheveux, quand c'est nécessaire de changer de look pour garder l'attention du public, évidemment, pour toujours faire sensation, pour éviter la sensation de déjà vu, de blasement, et pour surprendre avec une nouvelle ère, une nouvelle esthétique, de nouveaux codes stylistiques, etc. Et la Marilyn blonde, elle a pas fait exception. Comme de par hasard, son premier selfie en blonde a explosé Instagram. Il a battu des records et je crois qu'il a atteint 1 million de likes en genre 10 minutes. Je pense qu'il faut aussi accepter que ces transformations esthétiques, stylistiques, etc. ne sont en aucun cas essentialisante. Billie Eilish, elle change, elle mute constamment. Elle est elle-même très très inspirée par des artistes qui font de la mode un ressort hyper prégnant dans leur œuvre. Je pense notamment à Tyler the Creator, qui est son influence directe. Tyler the Creator et la mode, je pourrais faire une vidéo de 50 minutes à ce sujet, quoi. Moi, je pense directement aussi à David Bowie. Je sais pas si elle est fan, si elle en a parlé exactement, mais on voit qu'il y a aussi un processus similaire à David Bowie, qui est, pour moi, celui qui a le plus excellé dans cette transformation, réinvention esthétique, réinvention du vocabulaire stylistique, etc. Et si toutes ces questions vous intéressent, je vous enjoins à regarder ma vidéo que j'ai sortie il y a genre 2 ans sur David Bowie et toutes ses ères, parce que c'est assez fascinant quand même. On voit bien maintenant, 2 ans après, que Billie Eilish, elle a quand même grosso modo gardé son style assez grunge, hein, mis à part quelques apparitions sur les red carpet. Et puis j'ai assez hâte de voir vers quoi elle va nous emmener, parce que c'est une artiste que j'apprécie beaucoup. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire selon moi sur cette couverture. Je pense qu'il y aurait plein d'autres choses à dire, ne serait-ce que comment elle a été reçue. On pourrait faire une vidéo commentant tous les commentaires qui ont été faits sur cette couverture, mais c'était pas le propos ici. En tout cas, si vous avez d'autres pistes de réflexion, n'hésitez pas à les partager en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'échanger, genre ça me fait toujours tellement plaisir. Voilà, j'espère vous retrouver très vite pour de prochaines vidéos. Et aussi, je me suis mise sur TikTok, donc allez me suivre, c'est Fashion Quiche sur TikTok. Je vais sortir des petits contenus de genre 3 minutes sur des sujets divers et variés dont j'ai envie de traiter mais qui méritent pas forcément une vidéo de 20 minutes comme celle que je passe sur YouTube, donc n'hésitez pas. Et ben, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, et puis je vous embrasse quoi. Bisous.